Des centaines de vedettes iraniennes surgissent de l'obscurité de l'aube, traçant des sillons blancs à la surface du golfe Persique, encerclant sans relâche les destroyers américains qui tentent désespérément de former un périmètre défensif autour des porte-avions, tandis que dans le ciel, des nuées de drones ennemis apparaissent à l'horizon, prêts à s'abattre sur les ponts de vol de la flotte la plus puissante du monde. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas un scénario de film hollywoodien, mais une simulation militaire rigoureuse, élaborée à partir de données réelles, de doctrines de combat vérifiées et de capacités technologiques parfaitement documentées. Chaque détail de cette opération repose sur des faits connus, et la question qui doit vous habiter dès maintenant est simple et terrifiante. Suffit-il d'une étincelle dans le golfe Persique pour que le monde entier bascule dans un conflit dont personne ne sortira vainqueur? Tout commence un matin de mars, dans les salles feutrées du Pentagone, où une réunion de crise se tient à huis clos, autour du secrétaire à la Défense et des principaux chefs d'état-major. Les services de renseignement ont confirmé ce que les satellites d'observation orbitaient au-dessus des installations iraniennes de Natanz et de Fordow depuis des semaines. Téhéran a franchi un seuil critique dans son programme nucléaire, enrichissant de l'uranium à 90%, à un stade d'assemblage d'une arme. Les images satellites montrent une activité intense autour de sites souterrains, des convois de camions entrant et sortant à des heures irrégulières, et des signatures thermiques compatibles avec des essais de composants explosifs conventionnels utilisés pour comprimer un cœur de matière fissile. Le président des États-Unis, après une nuit blanche et des consultations téléphoniques avec ses alliés européens et régionaux, prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Dans un discours télévisé de 7 minutes, adressé à la nation depuis le bureau ovale, il annonce que les États-Unis ne permettront jamais à un régime qualifié d'État voyou de posséder l'arme nucléaire et que des frappes ciblées ont été ordonnées pour neutraliser les capacités nucléaires de l'Iran. À l'instant même où il prononce ces mots, les premières salves de missiles de croisière Tomahawk sont déjà en vol. 4 destroyers de classe Harley-Burke, positionnés dans le golfe d'Oman et la mer d'Arabie, lancent simultanément 78 missiles Tomahawk Block 5 depuis leurs tubes de lancement verticaux MK-41. Ces engins de 1500 kg, propulsés par un turboréacteur Williams F-107, filent à 880 km/h à une altitude de 30 mètres, suivant le terrain avec leur système de navigation par corrélation de contours de terrain DSMAC. Leur trajet les mène au-dessus du détroit d'Ormuz, évitant les zones de radar iraniens connues, avant de virer vers le nord pour frapper les installations de Natanz, Fordow, Isfahan et Bushehr. Chaque Tomahawk porte une charge unitaire de 450 kg d'explosifs, suffisante pour percer plusieurs mètres de béton armé avant de détonner. À 3h17 du matin, heure locale, les premiers missiles atteignent leur cible. Les caméras de surveillance du complexe de Natanz enregistrent des flashs aveuglants, puis une série d'explosions souterraines qui font trembler le sol sur un rayon de 4 km. Les centrifugeuses avancées ER-9, qui tournaient à 100 000 tours par minute pour enrichir l'hexafluorure d'uranium, sont pulvérisées. À Fordow, enfoui sous 90 mètres de roches granitiques près de la ville sainte de Qom, 12 Tomahawks frappent en succession rapide le même point d'impact, creusant progressivement un cratère jusqu'à atteindre les galeries souterraines. Les dégâts sont immédiats et considérables. Selon les premières évaluations satellitaires, 80% des capacités d'enrichissement iraniennes sont détruites et 14 scientifiques et techniciens présents dans les installations perdent la vie dans les explosions et les effondrements qui suivent. Mais les États-Unis ne s'arrêtent pas au site nucléaire. En parallèle, 16 chasseurs bombardiers F-15E Strike Eagle, décollant de la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis, mènent des raids de suppression des défenses anti-aériennes iraniennes. Armés de missiles anti-radiation AGM-88 HARM, ils neutralisent 9 stations radars de la défense aérienne iranienne le long de la côte du Golfe, aveuglant le système intégré de défense aérienne que Téhéran a mis des années à construire avec l'aide de la Russie. Des batteries de missiles Sol-Air S-300P MU-2, vendues par Moscou à Téhéran en 2016,
sont visés par des bombes guidées GBU-39 SDB de 113 kg lancées à distance de sécurité. 2 des 4 batteries S-300 sont mises hors service, créant une brèche dans le dispositif défensif iranien. Au même moment, des sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia, positionnés discrètement dans le golfe d'Oman depuis plusieurs semaines, lancent 6 torpilles Tomahawk supplémentaires contre le chantier naval de Bandar Abbas, endommageant gravement la base principale de la marine iranienne et coulant un navire de logistique de 2500 tonnes amarré au quai. Le bilan de cette première phase d'opérations américaines est, du point de vue militaire, un succès tactique indéniable. Les capacités nucléaires iraniennes sont réduites à néant. Des défenses anti-aériennes côtières sont amputées de la moitié de leur potentiel, et la base navale de Bandar Abbas est en flammes. 27 militaires iraniens sont tués, 89 sont blessés, et les pertes matérielles sont estimées à plus de 3 milliards de dollars. Du côté américain, aucune perte n'est à déplorer. Mais ce triomphe apparent, cette facilité avec laquelle la machine de guerre américaine a frappé au cœur de l'Iran, dissimule une illusion dangereuse, la conviction que l'adversaire est vaincu. Et c'est précisément cette illusion qui va précipiter les États-Unis dans l'un des pièges militaires les plus mortels de l'histoire moderne. À Téhéran, la réaction est immédiate, mais pas celle que les analystes du Pentagone avaient anticipée. Le guide suprême, réunissant le Conseil suprême de sécurité nationale dans un bunker sous la colline de Niavaran, ordonne l'activation du plan stratégique de représailles baptisé Code 99, un scénario de guerre asymétrique élaboré pendant 15 ans par les Pasdaran, la force d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce plan repose sur un principe simple et dévastateur. Si l'Iran ne peut pas vaincre la marine américaine en combat conventionnel, il peut la saturer, la submerger, la noyer sous une vague de moyens bon marché mais mortels, exploitant la concentration exceptionnelle de navires américains dans les eaux confinées du golfe Persique, un espace maritime de 251 000 km² où une flotte de porte-avions et ses escorteurs n'ont nulle part où se cacher. Le général commandant les Pasdaran, un homme de 62 ans, formé à la guerre Iran-Irak et spécialiste de la tactique navale asymétrique, transmet les ordres d'engagement à 4 commandements régionaux simultanément. Le long des 744 km de côte iranienne du golfe Persique, des bases navales dissimulées sous des hangars civils, des ports de pêche transformés en installations militaires camouflées et des criques rocheuses aménagées en cache pour vedettes rapides s'animent d'une activité frénétique. En moins de 4 heures, plus de 300 vedettes rapides de type Bogamar, Peykap et Zolfagar, armées de mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, de roquettes de 107 mm et de torpilles légères, quittent leur cache et se déploient dans le golfe. Certaines de ces vedettes, à peine plus grandes qu'un bateau de plaisance, transportent des charges explosives de 500 à 1000 kg de TNT et sont pilotées par des équipages de 2 ou 3 hommes qui ont reçu l'ordre de foncer sur les navires américains en mode kamikaze. D'autres sont équipés de systèmes de navigation par GPS et de détonateurs de proximité, conçus pour être abandonnés par leurs équipages à quelques centaines de mètres de la cible et poursuivre leur route en autonomie vers les coques des destroyers. Dans le même temps, les Pasdaran activent leur arsenal de drones. Depuis 7 sites de lancement dispersés dans les montagnes Zagros et le long de la côte, 180 drones suicides Shahed 136 décollent par vagues successives. Ces appareils de 200 kg, avec une envergure de 2,5 mètres, une portée de 2500 km et une charge explosive de 50 kg, ne sont pas des armes de précision. Ils sont conçus pour une mission unique: saturer les défenses antiaériennes ennemies en créant un nombre de cibles supérieur à la capacité de traitement des systèmes de combat. Volant à 185 km/h à basse altitude, suivant le terrain grâce à leur système de navigation par satellite, les Shahed 136 forment des nuées grises dans le ciel matinal, invisibles pour de nombreux radars modernes en raison de leur faible signature radar et de leur vitesse lente que les filtres Doppler des systèmes Aegis ont du mal à distinguer du bruit de fond. À ces drones s'ajoutent 40 drones de reconnaissance et de brouillage Mohajer 6, qui émettent des signaux électromagnétiques
pour perturber les communications et les radars américains. Et 25 drones plus sophistiqués Arash-2, avec une portée de 2000 km et une charge de 150 kg, guidés par liaison satellite vers les cibles les plus précieuses, les porte-avions. La flotte américaine dans le golfe Persique, au moment où l'offensive iranienne se déclenche, comprend le groupe aéronaval du porte-avions nucléaire USS Gerald R. Ford, escorté par 3 destroyers de classe Harley-Burke, équipés du système de combat Aegis, un croiseur de classe Ticonderoga et une frégate. À cela s'ajoute un groupe amphibie centré sur le navire d'assaut amphibie USS Bataan, accompagné de 2 destroyers supplémentaires. Au total, 9 navires de combat majeurs américains se trouvent dans un espace maritime relativement restreint, avec en plus un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en plongée dans le secteur. Le commandant du groupe aéronaval, un amiral de 54 ans, vétéran des opérations en Irak et en Afghanistan, reçoit les premières alertes de ses systèmes de surveillance à 6h12 du matin. Les radars SPY-1D de ces destroyers détectent simultanément des dizaines de petits échos rapides à la surface de l'eau et des dizaines de cibles aériennes lentes arrivant par vagues depuis le nord. L'écran de combat Aegis de son navire amiral, normalement lisible et organisé, se remplit en quelques secondes de centaines de pistes, créant une situation de saturation tactique que les concepteurs du système avaient envisagée en théorie, mais que personne n'avait jamais expérimenté en réalité. L'Amérique se trouve face à un dilemme tactique immédiat. Ces destroyers doivent-ils consacrer leurs missiles antiaériens SM-2 et SM-6, au stock limité, aux drones qui approchent, ou les réserver pour d'éventuels missiles anti-navires plus dangereux que les Iraniens n'ont pas encore tirés? Doivent-ils utiliser leurs canons de 127 mm contre les vedettes qui foncent vers eux, ou garder ces munitions pour la défense antimissile? Chaque décision engage des munitions qui ne peuvent pas être rechargées en cours de combat, et chaque munition gaspillée sur une cible de faible valeur crée une brèche dans la défense pour une cible plus menaçante. Réfléchissez un instant. À la place de cet amiral, face à des centaines de cibles simultanées, avec des munitions limitées et 6000 marins sous votre responsabilité, quelle décision prendriez-vous? Le premier engagement a lieu à 6h23. Le destroyer USS Gravely, en position avancée au nord de la formation, ouvre le feu avec son canon de 127 mm Mk-45 contre une formation de 15 vedettes iraniennes qui foncent vers lui à 40 nœuds. Les premiers obus explosifs tombent dans l'eau, soulevant des colonnes d'écume, et les corrections de tir du système de contrôle de tir Mk-160 rapprochent progressivement les impacts des cibles. 3 vedettes sont touchées et se désintègrent dans des boules de feu, projetant des débris enflammés à des dizaines de mètres de hauteur. Mais les autres continuent d'avancer, zigzagant à pleine vitesse, et à 800 mètres de distance, les mitrailleuses de 12,7 mm iraniennes commencent à frapper la superstructure du destroyer. Des balles perforantes transpercent les carénages légers, brisent des antennes, et un matelot de 23 ans, posté sur la passerelle, est mortellement blessé par un tir qui traverse une vitre blindée. Il sera le premier tué américain de cette journée, mais il ne sera malheureusement pas le dernier. Pendant que le USS Gravely se défend contre les vedettes, le ciel au-dessus de la formation se remplit de drones. Le premier Shahed 136 atteint le croiseur USS Philippine Sea à 6h31, frappant la superstructure juste au-dessus de la passerelle. L'explosion de 50 kg d'explosifs déclenche un incendie qui se propage rapidement aux locaux techniques, et 7 marins sont tués instantanément. 14 autres sont brûlés gravement. Le système Aegis du croiseur, qui aurait pu intercepter le drone, était à ce moment précis en train de traiter 40 autres cibles aériennes, et l'ordinateur de combat a priorisé une formation de 5 drones arrivant sur un cap différent, laissant le Shahed 136 solitaire passer à travers les mailles du filet. C'est la réalité cruelle de la saturation tactique. Aucun système, aussi sophistiqué soit-il, ne peut traiter un nombre illimité de cibles simultanément avec un stock d'intercepteurs fini.
Les F-18 Super Hornet du porte-avions USS Gerald R. Ford sont lancés en urgence, catapultés du pont de vol à intervalles de 30 secondes, armés de missiles RR, AIM-120AM, RAAM et de bombes guidées de précision. 12 appareils décollent en moins de 8 minutes, une performance remarquable qui témoigne de l'entraînement intensif des équipages de pont et des pilotes. Mais à peine ont-ils pris altitude que les pilotes se retrouvent confrontés à un environnement aérien chaotique. Des dizaines de drones volent à basse altitude, mêlés aux vedettes en mouvement, et la distinction entre cibles hostiles et débris ou signatures parasites devient un cauchemar pour les radars APG-79 des F-18. Un pilote de 31 ans, call sign Viper, engage 4 Shahed 136 en succession rapide avec des missiles AMRAAM, en détruisant 3, mais le 4e drone, touché, continue sa trajectoire grâce à son moteur qui fonctionne encore partiellement et vient s'écraser sur l'aile droite d'un autre F-18 qui venait de décoller. Le pilote de l'appareil touché, une femme de 29 ans, réussit à éjecter son navigueur avant de s'éjecter elle-même, et les 2 aviateurs tombent en parachute au milieu du champ de bataille naval, où les vedettes iraniennes les attendent. Ils seront récupérés 40 minutes plus tard par un hélicoptère MH-60 Seahawk, mais l'avion, lui, est perdu, s'écrasant dans le Golfe dans une gerbe d'écume et de kérosène enflammé. Au total, durant cette première heure de combat aérien, les F-18 américains abattront 67 drones iraniens, mais 3 appareils américains seront endommagés, dont un définitivement perdu et 2 pilotes blessés. Sur l'eau, la situation se dégrade rapidement. À 7h04, une vedette kamikaze Boghamar, chargée de 800 kg d'explosifs, réussit à percuter la coque du destroyer USS Mason sur le flanc bâbord, juste au-dessus de la ligne de flottaison. L'explosion ouvre une brèche de 4 mètres sur 2 mètres dans la coque d'acier, inondant immédiatement 2 compartiments adjacents. Les équipes de lutte contre les voies d'eau se précipitent, mais l'eau entre avec une force prodigieuse et le navire commence à gîter de 8 degrés. 11 marins sont tués par l'explosion ou noyés dans les compartiments inondés, et 23 sont blessés, certains gravement brûlés par les éclats incandescents projetés par la détonation. Le USS Mason, bien que gravement endommagé, réussit à maintenir sa capacité de combat grâce à la compétence de son équipage et à la robustesse de sa conception. Mais il est désormais vulnérable, et les vedettes iraniennes, qui ont repéré la fumée s'échappant de sa coque, convergent vers lui comme des prédateurs sentant le sang. 2 autres destroyers, le USS Carney et le USS Laboon, manœuvrent pour le couvrir, mais en se rapprochant du Mason, il s'éloigne du porte-avions et crée une brèche dans l'écran défensif. C'est exactement ce que les Padarans attendaient. À 7h18, les Iraniens lancent la 2e phase de leur opération. Depuis des lanceurs mobiles dissimulés le long de la côte, 24 missiles anti-navires supersoniques Khalid Fars, dérivés du missile chinois C-802, mais améliorés avec une vitesse de Mach 3 en phase terminale, sont tirés en salve vers le groupe aéronaval. Ces missiles de 7 mètres de long, avec une charge de 165 kg, volent à 15 mètres au-dessus de l'eau et sont conçus spécifiquement pour percer les défenses des navires de guerre modernes. Le système Aegis des destroyers détecte les missiles à 42 km, laissant environ 35 secondes de réaction. Les SSM-2 sont tirés en rafale, 16 missiles en 12 secondes, et le combat antimissile commence. 14 des 24 missiles iraniens sont interceptés, créant des explosions dans le ciel qui illuminent l'horizon d'un éclair stroboscopique. Mais 10 missiles passent à travers l'écran défensif, saturés par les engagements précédents contre les drones et les vedettes. Un Khalid Fars frappe le USS Batan, le navire d'assaut amphibie, à la base de l'îlot, pénétrant 3 ponts avant de détonner dans le compartiment des machines auxiliaires. L'explosion tue 34 marins et marines, blesse 67 autres et déclenche un incendie qui mettra 6 heures à être maîtrisé. Le Batan, bien que toujours à flot, est hors de combat, incapable de mener aucune opération aérienne ou amphibie. Un 2e missile atteint le destroyer USS Carney, frappant la poupe
et détruisant le compartiment du sonar et des systèmes de lutte anti-sous-marine. 9 marins sont tués, 18 blessés, et le navire perd sa capacité de détection sous-marine, créant une vulnérabilité critique dans la défense de la formation. Mais le plus grave est évité de justesse. Un missile Khalid Fars, dont le chercheur terminal a verrouillé la signature radar du USS Gerald R. Ford, passe à 12 mètres au-dessus du pont de vol du porte-avions, manquant la tour d'îlot par moins de 5 mètres, avant de s'abîmer dans la mer de l'autre côté. Si ce missile avait touché le pont de vol, avec les avions armés et ravitaillés qui s'y trouvaient, les munitions en attente de chargement et les lignes de carburant actives, l'explosion secondaire aurait pu être catastrophique, menaçant l'intégrité même du navire et la vie de ses 4500 marins. La chance a souri aux Américains ce matin-là, mais la marge était infime, et la question qui s'impose avec une urgence poignante est celle-ci. Le Pentagone peut-il réellement garantir la protection de ses porte-avions dans un environnement aussi saturé, où ces navires de 13 milliards de dollars sont-ils devenus des cibles trop grosses, trop visibles, trop vulnérables pour le combat moderne? Pendant ce temps, à l'intérieur des terres, les bombardements américains des sites nucléaires ont provoqué des dégâts collatéraux que les planificateurs du Pentagone n'avaient pas pleinement anticipés. À Natanz, les explosions souterraines ont provoqué des fissures dans la roche environnante, libérant des traces de gaz fluorés et de composés volatiles utilisés dans le processus d'enrichissement. Les villages situés dans un rayon de 6 km sont évacués en urgence et 3200 civils sont déplacés vers des camps provisoires établis près de Kashan. À Boucher, où la centrale nucléaire civile a été touchée par erreur par 2 Tomahawk dont le système de navigation a été brouillé par un dispositif électronique iranien improvisé, la situation est encore plus alarmante. Un réacteur est endommagé, et bien que les systèmes de sécurité automatique aient procédé à l'arrêt d'urgence, une fuite de liquide de refroidissement contaminé se produit, obligeant les autorités iraniennes à évacuer 18 000 habitants de la ville côtière de Boucher. Les images de familles fuyant en voiture, en bus, voire à pied, chargées de matelas et de valises, rappellent les pires souvenirs de la guerre Iran-Irak et la colère de la population iranienne, qui était jusqu'alors divisée sur la question du programme nucléaire, se cristallise en une vague de solidarité nationale que le régime exploite immédiatement. Dans les rues de Téhéran, des dizaines de milliers de personnes descendent pour protester contre les frappes américaines, brandissant des drapeaux et des portraits des martyrs, et l'opposition démocratique, qui aurait pu profiter de la crise pour remettre en cause le régime, se trouve marginalisée par l'union sacrée qui se forme autour de la défense du territoire national. Les funérailles des 14 scientifiques tués à Natanz et Fordo sont retransmises en direct par la télévision d'État, et l'émotion est réelle, palpable, indéniable, transformant ce qui aurait pu être une défaite stratégique pour Téhéran en un triomphe de légitimité politique. Dans les ports du Golfe Persique, la panique gagne les populations civiles des pays voisins. À Dubaï, à 150 km du champ de bataille, les habitants regardent avec stupeur les colonnes de fumée noire qui s'élèvent à l'horizon. Et les supermarchés sont pris d'assaut en quelques heures, les rayons vidés d'eau minérale, de riz, de médicaments et de carburant. À Doha, au Qatar, où se trouve le siège du commandement central américain, les autorités ordonnent l'évacuation des quartiers proches de la base aérienne d'Al-Udeid, par crainte de représailles iraniennes contre les installations militaires américaines sur le sol qatari. 12 000 personnes sont déplacées en moins de 3 heures, créant des embouteillages monstrueux sur les autoroutes menant vers l'intérieur des terres. À Manama, à Bahreïn, où se trouve la 5e flotte américaine, les écoles sont fermées et les familles occidentales, expatriées dans les pays du Golfe pour des raisons professionnelles, se ruent vers l'aéroport, tentant de trouver des places sur les vols encore disponibles vers l'Europe. Les compagnies aériennes, confrontées à une demande explosive, doublent leur prix en quelques heures, et des scènes de familles pleurant dans les halls d'aéroports, incapables d'acheter un billet pour rentrer chez elles, se multiplient. Cette angoisse, cette sensation d'être piégé loin de chez soi pendant qu'une guerre éclate, est une émotion que beaucoup d'entre vous ont peut-être connue ou imaginée, et elle soulève une question morale profonde. Quand des nations puissantes choisissent la guerre, est-ce que les populations civiles, celles qui n'ont jamais demandé à participer à ce conflit, ne sont pas toujours les premières victimes, les premières sacrifiées sur l'autel des stratégies géopolitiques?
Au Pentagone, l'ambiance est électrique. Dans la salle de situation du commandement central, les écrans affichent en temps réel les positions des navires américains, les pistes des missiles et des drones, et les évaluations continues des dégâts. Le général commandant le CENTCOM, un officier de 58 ans à la carrière impeccable, est debout devant la carte centrale, les mains appuyées sur la table, le regard fixe. Les nouvelles s'accumulent. USS Mason endommagée, 11 tués. USS Bataan touchée, 34 tués. USS Carney touchée, 9 tués. USS Philippine Sea touchée, 7 tués. Un F-18 perdu, 2 pilotes blessés. Au total, à 8 heures du matin, les pertes américaines s'élèvent à 61 militaires tués et 156 blessés. Des chiffres qui paraissent irrecevables pour une marine qui n'avait pas subi de telles pertes depuis la Seconde Guerre mondiale. Le secrétaire à la Défense, raccordé par vidéoconférence sécurisée depuis Washington, exige des options. Le président, informé en temps réel, demande si la flotte peut tenir. La réponse du commandant du CENTCOM est honnête et glaçante. La flotte peut tenir, mais ses munitions s'épuisent. Les destroyers ont tiré 72% de leurs missiles antiaériens, 60% de leurs munitions de canon, et le porte-avions a perdu 4 appareils sur 48 disponibles. Si les Iraniens lancent une nouvelle vague d'attaques dans les 2 prochaines heures, les systèmes de défense seront saturés au-delà de leur capacité de récupération. Le ravitaillement en munitions, qui nécessite normalement des navires logistiques opérant en zone sécurisée, est impossible dans le Golfe sous la menace immédiate des vedettes et des drones. La flotte doit se retirer, mais le détroit d'Ormuz, large de 33 km à son point le plus étroit, est sous surveillance constante des batteries côtières iraniennes de missiles anti-navires, et tout retrait doit se faire en traversant ce goulet d'étranglement où les navires américains seraient à la portée maximale des systèmes iraniens. C'est à ce moment précis que la situation bascule vers un risque de conflit global. Les satellites de renseignement américains détectent une activité inquiétante sur 3 bases aériennes de l'armée de l'air iranienne. Des chasseurs bombardiers Su-24MK, fournis par l'Union soviétique dans les années 1990 et modernisés avec des systèmes de navigation iraniens, sont en cours d'armement avec des missiles anti-navires Kh-31 de fabrication russe, capables de voler à Mach 4 et de pénétrer les défenses aériennes modernes. Si ces appareils décollent et lancent leurs missiles à distance de sécurité, la flotte américaine, déjà malmenée et à court de munitions, sera confrontée à une menace qu'elle ne peut pas neutraliser. Le commandant du CENTCOM transmet cette information à Washington avec une recommandation qui fait frémir l'ensemble des participants à la vidéoconférence. Frapper les bases aériennes iraniennes avec des armes à pénétration profonde pour détruire les Su-24 au sol avant qu'ils ne décollent. Cette frappe nécessiterait l'utilisation de bombardiers stratégiques B-2 Spirit volant depuis le Missouri, des appareils furtifs armés de bombes G, B, U-57 MOP de 13 600 kg, capables de percer 60 mètres de béton armé. Mais frapper des bases aériennes actives, où des pilotes iraniens sont en cours de préparation, équivaut à une déclaration de guerre totale, et les conséquences régionales seraient immédiates. Le Hezbollah au Liban, soutenu par Téhéran, pourrait lancer ses 150 000 roquettes contre Israël. Les Houthis au Yémen pourraient bloquer la mer Rouge, et les milices chiites en Irak pourraient attaquer les bases américaines encore présentes sur le sol irakien. Le monde entier se trouve à un carrefour, et chaque direction mène vers l'abîme. Qui, dans cette escalade infernale, porte réellement la responsabilité du désastre qui se profile? Est-ce celui qui a frappé le premier, ou celui qui a forcé cette frappe par son obstination à poursuivre un programme que la communauté internationale avait condamné depuis 20 ans? Le président américain, après 40 minutes de délibération intense avec son Conseil de sécurité nationale, prend une décision qui surprend tous ses conseillers militaires. Il ordonne le retrait immédiat de la flotte du Golfe Persique à travers le détroit d'Ormuz vers la mer d'Arabie, où les navires pourront être ravitaillés et où l'espace maritime plus ouvert offre une meilleure marge de manœuvre défensive. Ce retrait, présenté publiquement comme un repositionnement tactique, est en réalité un aveu. Les États-Unis ont sous-estimé la capacité de l'Iran
à mener une guerre asymétrique dans son propre arrière-cour maritime. Et la concentration de forces navales dans le golfe Persique, pensée comme une démonstration de force dissuasive, s'est transformée en piège tactique. Le retrait commence à 9h30, dans un ordre rigoureux. Les destroyers endommagés en premier, escortés par les navires intacts, le porte-avions au centre de la formation, le bâtin en remorque du croiseur Philippine Sea, dont les machines fonctionnent encore malgré les dommages. Les F-18 restants maintiennent une patrouille aérienne permanente au-dessus de la formation. Et les hélicoptères MH-60R Seahawk, équipés de radars de surface, balayent en continu les eaux devant la flotte pour détecter les vedettes iraniennes. Le passage du détroit d'Ormuz s'effectue sous tension maximale. Les batteries côtières iraniennes, bien que partiellement neutralisées par les frappes initiales, conservent des capacités résiduelles, et les Pasdaran, loin d'être vaincus, harcèlent la flotte en retrait avec des vagues réduites de drones et de vedettes. 12 Shahed 136 supplémentaires sont lancés contre la formation en transit, et 8 sont abattus par les F-18 et les systèmes Aegis, mais 4 atteignent leur cible. L'un frappe le destroyer USS Gravely à l'arrière, endommageant le hangar hélicoptère et tuant 3 marins. Un autre s'écrase sur le pont du porte-avions, créant un incendie rapidement maîtrisé, mais blessant 7 marins, dont 2 gravement. Les 2 derniers manquent leur cible et s'abîment en mer. Au total, durant les 14 heures que dure l'engagement, les pertes américaines s'élèvent à 68 militaires tués, 189 blessés, un destroyer gravement endommagé, un navire d'assaut amphibie hors de combat, un destroyer modérément endommagé, un croiseur endommagé, 4 avions pairs ou détruits, et des dizaines de drones et de vedettes iraniennes détruits. Les pertes iraniennes, plus difficiles à établir avec précision, sont estimées à 174 membres d'équipage de vedettes tués, 38 opérateurs de drones tués au sol ou en mission, 14 scientifiques et techniciens nucléaires tués dans les frappes initiales, 27 militaires tués sur les bases navales et de défense aérienne, 89 blessés, plus de 200 vedettes détruites ou endommagées, 180 drones consommés, 24 missiles anti-navires tirés et des infrastructures militaires et nucléaires détruites pour un montant dépassant 5 milliards de dollars. 3200 civils iraniens déplacés à cause des risques de contamination chimique, 18 000 évacués à Bushehr et 12 civils iraniens tués par des débris de missiles interceptés qui sont tombés sur des zones habitées. Le monde, après cette journée, n'est plus le même. Le cours du pétrole Brent explose de 78 à 187 $ le baril en 48 heures. Les bourses mondiales s'effondrent. Le CAC 40 parisien perd 12% en une séance. Et les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par les crises précédentes, se disloquent. L'Iran, bien que militairement vaincu sur le plan de ses capacités nucléaires, émerge politiquement renforcé, ayant démontré qu'une nation déterminée, avec des moyens technologiques limités, mais une doctrine asymétrique bien conçue, peut tenir en échec la marine la plus puissante du monde dans son propre environnement maritime. Les États-Unis, eux, doivent faire face à une crise de légitimité stratégique. Leurs porte-avions, symbole de la puissance américaine depuis 80 ans, sont apparus vulnérables. Et la doctrine de projection de puissance par groupe aéronaval, qui a structuré la stratégie américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, est remise en question par des analystes militaires du monde entier. La Russie et la Chine, qui ont observé cet engagement avec une attention méticuleuse, tirent des conclusions qui les confortent dans leur propre stratégie de développement de missiles anti-navires hypersoniques et de drones en essaim. Le monde multipolaire qui se dessine est plus dangereux que jamais, car la leçon que tout le monde retient est que la supériorité technologique conventionnelle peut être neutralisée par la créativité tactique et la détermination, et que les nations qui se sentent menacées développeront des moyens asymétriques de plus en plus sophistiqués pour contrer les puissances qui projettent leurs forces près de leurs côtes. Dans les jours qui suivent, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en session d'urgence, mais les vétos croisés de la Russie et de la Chine bloquent toute résolution condamnant les frappes américaines ou les représailles iraniennes. L'OTAN, consultée par les États-Unis, se divise entre les membres qui soutiennent l'action américaine au nom de la non-prolifération nucléaire et ceux, notamment la France,
qui condamnent l'unilatéralisme de l'opération et appellent à une reprise immédiate des négociations diplomatiques. Le président français, dans une allocution solennelle depuis l'Élysée, déclare que la France, alliée des États-Unis, mais attachée au multilatéralisme, refuse de participer à toute escalade militaire supplémentaire et propose la tenue d'une conférence internationale sur la sécurité du Golfe Persique, incluant l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats et toutes les puissances impliquées. Cette position, qui reflète une tradition diplomatique française remontant au général de Gaulle, trouve un écho favorable dans l'opinion publique européenne, mais elle irrite Washington, qui y voit une distance inappropriée entre alliés. La diplomatie, cette vieille dame que les militaires méprisent souvent et que les politiques oublient trop vite, tente de reprendre sa place, mais le terrain est miné, la confiance est détruite, et les morts des deux camps crient justice d'une voix que les négociateurs ont du mal à faire taire. Les semaines suivantes, un cessez-le-feu fragile est négocié par l'intermédiaire de pays neutres, mais les tensions demeurent extrêmes. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement 21% du pétrole mondial, est partiellement rouvert sous surveillance internationale, mais les assurances maritimes ont triplé et de nombreux navires civils choisissent la route du Cap de Bonne-Espérance, ajoutant 15 jours de transit et augmentant les coûts de transport de 40%. Les conséquences économiques se répercutent sur les prix de l'énergie, de l'alimentation et des biens manufacturés dans le monde entier. Et les ménages, des banlieues de Paris aux villages de l'Iran central, font les frais d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu. Les familles des 68 marins américains tués reçoivent des drapeaux pliés en triangle lors de cérémonies funéraires militaires et les familles des 253 Iraniens tués enterrent leurs morts dans des cimetières surplombés par le dôme des mosquées. Et dans ces deux deuils, séparés par des milliers de kilomètres et des cultures différentes, il y a une identité de douleur qui transcende les frontières et les politiques. La douleur d'une mère qui a perdu son enfant, d'un époux qui a perdu sa femme, d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi son père ne reviendra plus. Cette simulation, aussi détaillée et effrayante soit-elle, soulève des questions qui dépassent largement le cadre militaire et technique. Elle nous confronte à la réalité brutale des conflits modernes, où la technologie crée une illusion de contrôle et de précision, mais où la volonté humaine, l'ingéniosité tactique et la détermination d'un adversaire motivé par la défense de son territoire peuvent renverser tous les calculs. Elle nous rappelle que les décisions prises dans les salles feutrées du pouvoir ont des conséquences immédiates et dévastatrices sur des hommes et des femmes qui n'ont pas choisi de se trouver sur ces navires, sur ces vedettes, dans ces avions ou dans ces villes bombardées. Elle nous interroge sur la notion de victoire dans un monde où un échange militaire limité peut dégénérer en catastrophe régionale, où les alliances se fissurent, où les économies s'effondrent et où les pertes humaines, qu'elles soient du côté de la plus grande puissance militaire de l'histoire ou d'une nation de 88 millions d'habitants déterminée à défendre sa souveraineté, laissent des cicatrices qui mettront des générations à guérir. Le Golfe Persique, ce bras de mer dont les rives ont vu naître et mourir les plus grandes civilisations de l'histoire humaine, continue de porter ses eaux tranquilles en surface, mais sous cette surface, comme sous la surface des relations internationales, les courants sont dangereux, imprévisibles et prêts à entraîner quiconque s'y aventure trop loin vers des profondeurs dont nul ne revient intact.